Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 4 avril, je vous propose de revenir tout d'abord sur l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU, mercredi dernier, d'une résolution sur le climat portée par le Premier ministre du Vanuatu. On évoquera ensuite la visite du ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Chine et sa déclaration à son retour à Port Moresby. On reviendra également sur la situation aux îles Marshall qui font face depuis 9 semaines à une grave crise d'approvisionnement. Australie également, où l'on évoquera le décès d'un célèbre activiste aborigène qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits de sa communauté dans le territoire du nord de l'Australie. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Bangladesh avec l'arrestation d'un journaliste dans le cadre de la draconienne loi sur la sécurité numérique. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi dernier la résolution sur le climat portée par le Vanuatu, un texte qui attire l'attention sur les petits États insulaires en voie de développement face aux conséquences des changements climatiques. La résolution affirme que l'Assemblée générale de l'ONU va demander à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur les obligations des États en ce qui concerne la protection du système climatique et d'autres composantes de l'environnement comme les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Le Premier ministre du Vanuatu, Alatoy Ismael Kalsakau, a déclaré que même si la résolution n'était pas contraignante juridiquement, un avis de la Cour internationale de justice représenterait un poids juridique et une autorité morale importante. Le passage du texte, adopté à plus de 130 voix, a été salué par le représentant permanent des États fédérés de Micronésie auprès des Nations Unies, Dim Lipui, qui a insisté au nom des 12 petits États insulaires sur l'importance de la justice et de l'équité climatique, notamment en ce qui concerne les conséquences juridiques pour les pertes et les dommages causés par les changements climatiques. Dim Lipui a déclaré que la résolution n'était qu'un premier pas avant de réclamer une action urgente et ambitieuse. La ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tonga, Lord Vaea, a quant à elle salué une adoption historique au nom du Forum des îles du Pacifique et a également insisté sur l'importance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Quant au représentant des Samoa auprès des Nations Unies, il a lui aussi insisté sur l'importance de la justice climatique avant de dénoncer, je cite, « le fait que le fardeau financier des changements climatiques repose davantage sur les victimes que sur les responsables ». De retour d'une visite officielle en Chine, le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Kachenko, a déclaré hier que la Chine était inquiète à propos du projet de traité bilatéral de sécurité entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Après un déplacement en Indonésie, Justin Kachenko s'est rendu en Chine la semaine dernière pour participer à la conférence annuelle du Forum régional de Boao pour l'Asie sur l'île chinoise de Hainan, une rencontre visant à renforcer les liens diplomatiques entre les pays asiatiques. Lors de son déplacement, le chef de la diplomatie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a rencontré le maire et secrétaire du groupe dirigeant du Parti communiste chinois de la municipalité de Shenzhen, Qin Weizhong, et le gouverneur de la province de Canton, qui doit se rendre prochainement à Port Moresby. Une rencontre a aussi été organisée avec son homologue, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang, une rencontre à la suite de laquelle Justin Kachenko a déclaré sur son compte Facebook que la Chine était un des plus grands partenaires commerciaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a également affirmé que lors de la réunion, Qin Gang s'était engagé à financer la venue d'un plus grand nombre d'étudiants papous-néo-guinéens afin de leur permettre d'aller étudier en Chine. À son retour à Port Moresby, Justin Kachenko a affirmé que son homologue chinois avait cherché à s'assurer que le projet de traité de sécurité entre Port Moresby et Canberra ne visait pas à contrer l'influence de la Chine en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans le Pacifique. Il a ensuite déclaré avoir affirmé au ministre chinois que l'accord ne se concentrait pas seulement sur la défense, mais visait plutôt à donner à la Papouasie-Nouvelle-Guinée les moyens de faire face à des défis de sécurité générés par l'environnement extérieur
et aussi de manière plus importante à des défis venus de l'intérieur. De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré sur son site internet jeudi que la Chine appréciait, je cite, l'adhésion ferme de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au principe d'une seule Chine et était disposée à approfondir la concordance entre l'initiative La ceinture et la route et la stratégie connectivité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je cite, sans conditions politiques. Le célèbre activiste aborigène australien Yunupingu s'est éteint à l'âge de 74 ans auprès des siens dans la terre d'Arnhem, une région au nord-est du territoire du Nord, une des plus grandes réserves aborigènes de l'Australie. Yunupingu, dont on ne mentionnera ici pas le prénom en raison d'un tabou qui règne sur les noms des défunts pendant la période de deuil, était né en 1948 d'un père chef du clan des Gumatj, qui fait partie du peuple aborigène des Yolngu. Dans la lignée de son père, il a consacré sa vie à la défense des droits des aborigènes australiens, luttant pour la reconnaissance de leur identité, de leur culture et de leurs droits sur leurs terres ancestrales que les aborigènes australiens ont peuplées il y a plus de 50 000 ans, bien avant donc l'arrivée des colons britanniques à la fin du XVIIIe siècle. Il a fait d'abord étudier à l'école de la mission à Yirrkala, puis au collège biblique méthodiste de Brisbane, avant de revenir chez lui et de s'engager aux côtés des anciens de son clan dans la campagne pour les droits des aborigènes sur leurs terres au début des années 60. Il a ainsi participé à la rédaction des célèbres pétitions sur écorce de Yirrkala, envoyées par son peuple au Parlement australien en 1963. Ce document, qui affirme le droit des Yolngu sur leurs terres en opposition à l'extraction minière autorisée par le gouvernement fédéral, a été le premier document traditionnel aborigène à être reconnu au Parlement australien. Dans les années 70, il a aussi servi d'interprète pour les anciens de sa communauté dans un procès contre l'entreprise minière Nabalco, avant de devenir président de la Commission du territoire du Nord, poste auquel il est resté pendant 8 mandats, soit 30 ans au total. Plus tard, il a également négocié l'attribution de royalties aux communautés aborigènes locales par la compagnie minière Rio Tinto pour compenser l'extraction minière menée dans leurs terres. L'initiative visait à bâtir avec cet argent des infrastructures et à établir des entreprises pour créer de l'emploi au sein de sa communauté, une promesse tenue, même si l'accord et la méthode de redistribution de cette richesse a engendré des désaccords et donc des divisions au sein de la communauté. Mais au-delà de son engagement politique, Yunupingu était aussi devenu un des piliers de sa communauté en pratiquant et en promouvant la culture Yolngu. Il était en outre le président du festival Garma, un important festival culturel annuel auquel assistent régulièrement des hommes politiques australiens et qui fait découvrir les us et les coutumes aborigènes des Yolngu au reste de l'Australie. Et enfin, Yunupingu était aussi peintre et musicien, participant au succès du groupe Yotu Yindi, groupe de rock australien cofondé par son jeune frère. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage à Yunupingu en saluant, je cite, « un homme qui naviguait entre deux mondes avec autorité, pouvoir et grâce ». Au Bangladesh, le journaliste arrêté la semaine dernière sur la base de la loi draconienne de sécurité nationale, le Digital Security Act, a finalement été libéré hier. Shamsuzzaman Shams, journaliste au quotidien Proton Allo, a été arrêté mercredi dernier suite à une plainte déposée par Gholam Kibriya, un membre de la Ligue Awami, parti au pouvoir. La plainte accusait le journaliste d'avoir voulu, je cite, « créer la confusion au sein de la population au sujet de l'indépendance du Bangladesh, remettre en cause la réussite du Bangladesh et ternir l'image du gouvernement », dans un article publié en ligne le 26 mars à l'occasion du jour de l'indépendance, dans lequel le journaliste citait un fermier qui se plaignait des prix élevés. L'homme interviewé, un laboureur, se demandait à quoi servait l'indépendance quand le peuple n'avait pas les moyens de se nourrir en raison des prix très élevés. Le rédacteur en chef du journal, Sajjad Sharif, s'est défendu en affirmant que la politique du journal était bien pro-indépendance et que le journaliste de sa rédaction n'avait fait que son travail. Le chef de la branche Asie-Pacifique de l'ONG Reporters sans frontières, Daniel Bastard, a dénoncé dans un communiqué un acte d'intimidation par le gouvernement envers tous les journalistes et a appelé le gouvernement de Sheikh Hasina à respecter le pluralisme et l'indépendance journalistique. Il faut dire que l'adoption en septembre 2018 du Digital Security Act s'inscrit dans une tendance claire à l'érosion des libertés au Bangladesh, en particulier de la liberté d'expression et de la liberté d'information, avec un environnement de plus en plus répressif pour les médias.
Ainsi, le pays a été classé 162e sur 180 pays au total dans le classement 2022 de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières. Après s'être vu refuser une demande de liberté sous caution par le tribunal et après 5 jours de détention, le journaliste a finalement été libéré hier et a déclaré qu'il continuerait à dire la vérité et à faire du journalisme éthique. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.